Donc je vais maintenant passer dans mon rôle d'introduction au colloque avant d'ouvrir la première session. Donc un colloque organisé au château de Versailles sur la souveraineté nationale. Je cite l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous le savez, forme le préambule de la Constitution de 1791, mais cette déclaration, elle, a été votée dès le mois d'août 1789. Article 3, donc, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Fin de citation. Et tout est dit, mais je vais quand même faire quelques commentaires. Tout est dit parce que, et on est en droit de s'étonner sur le fait qu'un colloque sur la souveraineté nationale soit organisé à Versailles, qui est le temple de la souveraineté monarchique. Mais c'est là un paradoxe tout à fait apparent, parce que en fait, eh bien, l'essentiel de la Révolution se déroule à Versailles. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, ou un fait auquel on ne prête pas suffisamment attention, obnubilé que l'on est par le 14 juillet, qui est finalement la grande journée révolutionnaire de l'année 1789, mais c'est en fait la seule qui se déroule à Paris. Toutes les autres se passent à Versailles, à commencer donc par l'ouverture des États généraux le 5 mai, les deux journées auxquelles faisait allusion Hervé à l'instant, le 17 juin, jour où les députés du tiers-État s'autoproclament Assemblée nationale à Versailles, dans la salle des menus plaisirs. Le 20 juin, le serment du jeu de paume, on en a déjà pas mal parlé. Et donc là, on a une révolution politique de premier ordre, qui est peut-être même beaucoup plus importante que celle du 14 juillet. Ensuite, on a la fameuse nuit du 4 août, qui est une révolution sociétale où les privilèges sont abolis. Et cette journée se passe aussi à Versailles. La Déclaration des droits de l'homme qui est votée le 26 août, qui est donc une révolution d'ordre idéologique, qui, elle, se déroule aussi dans cette salle des menus plaisirs. Et enfin, les deux journées des 5 et 6 octobre, révolution sociale, qui voit l'arrivée du peuple, du petit peuple à Versailles, dans cet univers bien ordonnancé de la monarchie. Et là encore, c'est une journée versaillaise. C'est d'ailleurs la dernière de cette révolution qui se passe à Versailles. On peut dire que l'année 1789 est très chargée et on peut même dire que, dans la mesure où il est habituel d'estimer que la Révolution forme un bloc, que tout se joue au cours de ces journées. Et je dirais même que le 17 juin, lorsque les députés du tiers-État s'autoproclament Assemblée nationale, eh bien, il y a eu un transfert de souveraineté, une confiscation de souveraineté, et finalement, à l'absolutisme monarchique se substitue l'absolutisme national, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner, la chute de la monarchie, le procès du roi, l'exécution du roi. Alors évidemment, tous n'ont pas conscience de l'importance de cet enjeu, de la gravité de ce qui se passe, mais quand on jette un regard a posteriori, eh bien, tous ces événements, toutes ces conséquences sont inscrites dans l'événement du 17 juin. Événement du 17 juin qui est donc consolidé par celui du 20 juin, 3 jours plus tard, au cours donc, du fameux serment par lequel donc, les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Cette Assemblée nationale est d'emblée déclarée constitutionnelle, constituante. Donc 5 journées, 5 événements révolutionnaires de premier ordre, et tout se passe donc à Versailles. Donc le paradoxe d'organiser un colloque sur la souveraineté pour la nationale à Versailles n'est qu'apparent, et nous sommes donc aussi deux co-organisateurs, donc les Annales historiques de la Révolution française, qui est l'organe éditorial de la Société des études robespierristes. On est là très loin de l'univers de Versailles, d'une certaine manière. Et puis l'autre co-organisateur, c'est le Centre de recherche du Château de Versailles, qui est une structure
indépendante du château, mais adossée au château, et qui est qui a été fondée en 2006, groupement d'intérêt public visant à associer le monde des musées et celui de l'université, celui de la recherche extérieure au musée, autour de Versailles. Tout ce qui touche à Versailles nous intéresse, nous, au centre de recherche, et vous pouvez donc le voir sur notre site internet, les différents programmes, les différents colloques que nous organisons, les publications que nous soutenons, ou à l'origine desquelles nous nous trouvons, eh bien, tout touche à Versailles. Versailles envisagé comme lieu et expression du pouvoir, palais, domaine, institution, vie de cour, civilisation française, un champ d'études donc qui couvre, qui remonte jusqu'au début du XVIIe siècle et qui s'étend jusqu'au début du XXe siècle, tant l'image de Versailles persiste, s'enrichit, se prête à de nouvelles analyses. Il est un de nos programmes que nous menons en ce moment qui s'intitule Le mythe de Versailles et qui envisage donc la façon dont Versailles a été perçu par les autres cours d'Europe au XVIIIe, au XIXe et encore au début du XXe, et voir combien ce modèle versaillais, quand bien même il n'existe plus ou même qu'il n'a jamais existé, eh bien, sert de référence. Et c'est sur ce modèle que se positionnent d'autres cours d'Europe. Et au fond, avec cette question de la souveraineté, on est un petit peu dans les mêmes problématiques, transposées évidemment, c'est-à-dire que la souveraineté qui s'élabore au sein de l'Assemblée nationale, cette souveraineté nationale, eh bien, elle a à bien des égards pour modèle la souveraineté monarchique, dont elle emprunte des caractères, des aspects, quand bien même souveraineté monarchique réelle ou supposée ou fantasmée, quand bien même cette souveraineté monarchique ne se présente plus telle qu'on la perçoit ou qu'on la craint ou qu'on l'admire, eh bien, elle continue à exercer une forme de modèle. Et nous allons le voir, j'en suis sûr, au cours de ces diverses communications qui s'annoncent, eh bien, ce modèle transposé, adapté avec d'autres fonctions. Il est usuel au cours d'une introduction d'évoquer la bibliographie qui court sur le sujet. Concernant la Révolution, elle est surabondante. C'est un océan de références qu'il conviendrait de citer. Et n'ayant pas tout lu, loin de là, je me souviens d'une visite quand j'étais en poste à Aix-en-Provence auprès de Michel Vauvel, qui habitait là. À ce moment-là, nous travaillions tous les deux sur le... Enfin, lui avait travaillé, moi je m'y mettais sur le monument de Joseph Sec à Aix-en-Provence, qui est une espèce de palais du facteur cheval d'un adepte de la Révolution. Et très étonnant comme monument. Et donc je m'étais rendu chez lui et j'avais été frappé par son intérieur qui était tapissé, toutes les pièces étaient surencombrées de livres, on ne voyait plus les murs, et tout ça porté sur la Révolution. Donc il y a vraiment un véritable océan de références bibliographiques. Je pense que beaucoup seront cités au cours des communications qui vont suivre par les différents intervenants. Donc il n'est pas nécessaire de me lancer dans un panorama. Je voudrais juste signaler deux références qui, moi, m'ont beaucoup marqué et qui traitent de cette question de la souveraineté. Elles sont relativement anciennes, mais je pense qu'elles n'ont pas beaucoup vieilli. C'est d'abord l'excellent ouvrage de Timothy, et les études, mais notamment cet ouvrage-là de Timothy Tackett, Par la volonté du peuple, comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, publié en 1997. Et puis, là j'avais suggéré son nom pour notre comité scientifique, mais je crois qu'elle ne pouvait pas en faire partie. C'est Mona Ozouf, les travaux de Mona Ozouf, et notamment son Varennes, la mort de la royauté, 21 juin 1791, publié en 2005. Voilà, à mon sens, deux références qui pourraient éclairer nos réflexions. Tout se passe donc, je disais, à Versailles en 1789, à l'exception du 14 juillet, la journée du 17 juin et les autres journées, notamment donc celle dont on célèbre l'anniversaire aujourd'hui. J'ai parlé donc de cette
cette élaboration, ce transfert de souveraineté qui passe donc de la monarchie, souveraineté millénaire, à cette nouvelle souveraineté nationale qui s'opère de façon brutale, en un jour, le 17 juin. On a là deux histoires, deux conceptions différentes du temps. Et c'est en ça que cette période est fascinante, parce qu'on voit se superposer deux visions du temps. Un temps long, celui du Versailles royal, qui se manifeste à travers le rythme de la vie de cour, de ses rituels quotidiennement répétés. Et puis, de l'autre côté, en face, celui d'une histoire en marche, qui se fonde sur une légitimité nouvelle, récente, et qui s'impose à la faveur d'un temps révolutionnaire. Alors, puisque vous avez à l'écran le carton du colloque, vous avez cette gravure que nous avons donc choisie pour illustrer le colloque, qui nous montre l'ouverture des États généraux à Versailles, dans la salle des menus plaisirs, qui se trouvait là où est maintenant le centre de musique baroque de Versailles, au 22 avenue de Paris. C'est une gravure coloriée où on voit au fond le trône du roi surmonté d'un dé, et devant, tout est chargé de symboles. Symbole de la vie de cour, symbole de ces rituels monarchiques que l'on jugeait immuables, avec donc à la droite du roi, c'est-à-dire à la gauche de l'écran, les députés du clergé qui viennent les premiers dans l'ordre de préséance. On met à sa droite la personne que l'on considère là, ou les personnes que l'on considère comme les plus importantes. Avec, donc, vous voyez, au sein de ces députés du clergé, la tache rouge, c'est le cardinal de La Rochefoucauld, qui est le plus proche finalement du souverain, du roi. À la gauche du roi, les députés de la noblesse, le deuxième ordre, le second ordre des privilégiés. Et en face de lui, un grand vide au-delà duquel se trouvent les députés du tiers-État, avec donc tout un jeu de couleurs. Les députés du tiers-État portent un costume sombre, uni, noir. Les députés des deux premiers ordres sont beaucoup plus colorés, chamarrés, et il y a une certaine solidarité de couleurs entre le dé du roi, le roi lui-même, ceux qui l'entourent. On aperçoit la reine, on aperçoit les grands officiers de la couronne, on aperçoit en contrebas les ministres. Eh bien, il y a une harmonie colorée entre ce monde-là et ceux des députés des deux premiers ordres, et un vif contraste, tout cela formant un vif contraste avec les députés du tiers-État. Ce que montre la gravure, néanmoins, c'est que les députés du tiers-État semblent plus nombreux. De fait, ils étaient 2 fois plus nombreux que chacun des députés des deux premiers ordres. Que chacun des deux premiers ordres, puisque Louis XVI avait prévu, dès la fin de l'année 1788, vous le savez, eh bien, le doublement du tiers, c'est-à-dire que les États généraux allaient comprendre 300 députés pour le clergé, 300 députés pour la noblesse et 600 députés pour le tiers. Cela, la gravure le laisse apercevoir, le laisse deviner. Et donc, on a là, de par la volonté du roi, en quelque sorte, eh bien, une amorce d'un changement, en ce sens que les députés du tiers ont un avantage, un net avantage numérique. C'est important, hein, pas seulement aujourd'hui, dès cette époque-là aussi. Et puis, ce que ne montre pas la gravure, c'est que le roi, en fait, ne portait pas de chapeau. Il s'était découvert au moment de cette séance inaugurale des États généraux, le 5 mai, il s'était découvert pour forcer les députés de la noblesse à en faire autant et manifester ainsi son désir d'une certaine égalité. Alors c'est tout ce que la cour, c'est tout ce que le langage de cour peut autoriser, mais c'est quand même considérable quand on se place du point de vue de Versailles. Eh bien, cette dérogeance donnée aux usages est voulue par le roi, à tel point d'ailleurs que l'on a rapporté que la reine s'était penchée vers lui en lui demandant s'il n'était pas en train de commettre une erreur. Et donc il l'a assuré que telle était son intention, ceci en aparté. Et donc on a là vraiment de la part du roi
alors sans doute pas à ce moment-là l'idée de partager sa souveraineté, mais en tout cas de donner aux députés du tiers, et la gravure le montre, un avantage significatif, une forme de reconnaissance, une forme de considération au regard, y compris au regard des deux autres ordres. Ce que ne montre pas non plus la gravure, c'est comment va évoluer la disposition de la salle. Nous sommes dans la salle des menus plaisirs. Elle n'existe plus depuis le début du XIXe siècle. C'était un magasin au départ pour les décors servant aux théâtres royaux, notamment à l'Opéra Royal de Versailles. La salle avait été réaménagée complètement par l'architecte Paris pour servir de cadre à la réunion des assemblées des notables des années précédentes, et puis à l'Assemblée, aux États généraux de 1789. Par la suite, donc, après donc, tous ces bouleversements qui vont faire l'objet des différentes communications de ces 2 jours à venir, eh bien, la configuration de la salle a été considérablement modifiée. Le trône, évidemment, et son dé disparaissent, mais surtout, on passe d'un axe longitudinal, dominé par le roi, à un axe transversal, dominé par le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Bailly, Sylvain Bailly, dont on verra la statue à la salle du jeu de paume. Le bureau est donc placé sur un côté, sur un des longs côtés de la salle, et les députés vont se répartir en amphithéâtre de forme elliptique, avec donc, dans un premier temps, ça se passe au cours du mois de juillet, après la prise de la Bastille, précisément au cours des journées des 21-22 juillet, il y a un réaménagement complet de la salle, et non, elle n'a pas disparu. Et les députés continuent à observer à respecter les ordres. Ça, c'est très étonnant. On a jusqu'au mois d'octobre 1789, eh bien, les députés du clergé qui prennent place à la droite du président, ceux de la noblesse à gauche, et les députés du tiers-État. Mais en fait, il n'y a plus. Ce sont les anciens ordres. Maintenant, tous font partie de l'Assemblée nationale. Et eh bien, les autres députés qui ont conservé leur costume sombre, eh bien, se placent donc en face. Donc, c'est là où on mesure le transfert de souveraineté, puisque les mêmes codes qui étaient en vigueur dans le Versailles royal d'Ancien Régime, eh bien, continuent à servir pour l'ordre nouveau, mais avec évidemment des significations complètement différentes. Ce n'est que le 15 octobre, lors de la dernière séance de l'Assemblée nationale à Versailles, puisqu'après, elle va gagner Paris, où elle va s'installer d'abord à l'archevêché de Paris, puis ensuite à la salle du Manège. Ce n'est donc que le 15 octobre qu'on vote la suppression de toute distinction de costume et de rang. Et c'est là qu'il faut placer la naissance de notre gauche et de notre droite. C'est ce qu'on appelle la latéralisation des désignants politiques. On se place donc à gauche ou à droite en fonction de ses opinions, à gauche ou à droite du président. Voilà donc tout ce que je souhaitais dire à propos de cette gravure, mais je m'aperçois que je suis bien long. Après octobre 1789, donc, le souverain, le roi, est à Paris. L'Assemblée le suit à 10 jours de distance. Et au fond, ce double affrontement ou cette double confrontation se poursuit avec le roi qui est aux Tuileries, prolongement du Versailles royal, et la salle du Manège qui, comme je disais, n'était pas occupée dans un premier temps, mais seulement à partir du 9 novembre 1789. Donc tout cela, ce colloque donc envisage justement de mieux cerner les conditions d'émergence de cette souveraineté nationale, comment elle est née, comment elle s'est manifestée, et elle n'apparaît pas d'un seul coup dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'apparaît pas non plus d'un seul coup dans la Constitution de 1791, mais justement c'est tout ce travail préparatoire lié au débat, aux événements qui a permis d'en formuler les contours. Et c'est donc l'objet de ce colloque, avec donc ce qui se passe à Versailles, ce qui continue à se passer à Paris par la suite, donc jusqu'à l'automne de 1791, date à laquelle la Constitution est promulguée. Et c'est cette Constitution-là
à laquelle le roi prête serment.